L'action diplomatique en tant que telle, notre priorité, c'est d'abord les priorités du gouvernement. Nous entamons une année qui est une année charnière, 2023, qui est censée nous conduire en mars 2024 pour consacrer le retour à l'ordre constitutionnel. Donc l'année sera essentiellement marquée par l'organisation du référendum pour la Constitution, mais aussi d'élections, et la mise en place des différents organes chargés d'encadrer ces élections et l'animation aussi du comité de suivi des réformes politiques et électorales que nous animons avec le ministre de l'administration territoriale et avec le ministre chargé de la refondation, la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles avec la participation de la communauté internationale. Donc nous pensons que le suivi et la discussion autour de ce processus de transition et des défis qui peuvent se poser vont constituer un élément essentiel pour nous. À ce stade, nous voyons quand même que nos partenaires avec lesquels nous travaillons apprécient tous les efforts qui sont en train d'être faits et que le gouvernement va travailler dans la transparence, que toutes les difficultés qui vont émerger, nous ferons en sorte que ces difficultés soient partagées. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais je pense que ça sera l'élément majeur pour nous pour pouvoir travailler dessus. Naturellement, nous allons continuer à travailler avec les partenaires du Mali pour accompagner tout l'effort de sécurisation de notre territoire national. Et un des axes majeurs pour cela, c'est la diversification des partenaires du Mali, qui va se poursuivre dans le cadre des principes clés que le président de la transition a indiqué, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans toutes les décisions prises. Donc ce chantier aussi sera un chantier important. Le 19, il y a eu l'acquisition d'équipements militaires importants. Nous souhaitons que cet effort d'équipement et de montée en puissance des forces de défense et de sécurité va se poursuivre et que pour sa part, la diplomatie malienne va continuer à maintenir le dialogue, à mobiliser les partenaires pour pouvoir accompagner le gouvernement dans cet effort de sécurisation. À mon avis, à ce stade, ça va être les chantiers importants. Naturellement, nous allons continuer le dialogue avec les voisins, avec les institutions autour de nous, sur la base des principes que nous avons décidés. Mais ça sera une année charnière, une année difficile, avec certainement beaucoup d'événements ou de choses qui sont imprévues, qu'il faut aussi se préparer. En tout cas, pour notre part, nous restons très vigilants par rapport à notre pays et par rapport à toutes les velléités et tous les enjeux aujourd'hui autour de notre pays. Nous ne nous faisons pas d'illusions à cet égard, mais nous sommes déterminés à ramener la paix et la stabilité dans ce pays avec le concours des Maliens. Encore une fois, ce qui a été possible au Mali ne l'a été que parce que les Maliens l'ont voulu. Si le Mali a résisté 7 mois de sanctions, ce n'était pas parce que le gouvernement le voulait, parce que les Maliens ont jugé que c'était inacceptable et les Maliens se sont mobilisés contre cela. Je crois que c'est ce qui a rendu cela possible. Nous sommes certains que la phase difficile dans laquelle nous entrons, qui est une phase politique qui naturellement peut donner lieu à des divergences de vues ici et là, mon appel, c'est que nous souhaitons que, malgré ces difficultés, nous n'avons que ce pays, le Mali. Et j'espère que tous les acteurs politiques se mettront au-dessus de toutes les autres considérations, en comprenant que si nous n'avons pas le Mali, nous n'avons rien, que je veuille être président, ministre, etc., parce que nous avons un pays. Si on n'a pas un pays, on va nous appeler réfugiés. Donc je crois que dans cette quête de pouvoir, il est important que nous sachions raison garder en comprenant qu'il faut qu'on ait un pays d'abord pour qu'on ait tous les autres éléments pour venir après. Vous savez, encore une fois, moi je crois que c'est une question de paradigme et de narratif. Il ne faut pas que vous-même vous tombez dans ce piège. Parce que vous savez, le problème qu'on a au Mali, le Mali a des problèmes avec un pays. Et ce pays a mobilisé le monde entier contre le Mali et veut faire croire que le Mali est isolé, or ce pays est plus isolé que le Mali. Donc si nous-mêmes Maliens, nous entrons dans leur dynamique de répéter partout, isolé, isolé, si vous prenez un seul exemple aujourd'hui, allez en Afrique, dans tous les pays, je ne dis pas seulement même les gouvernements,
allez dans la population de beaucoup de ces pays. Mais combien de pays sont aujourd'hui en phase avec les changements qui sont en cours ici? C'est pourquoi nous nous battons. Combien de mouvements en Afrique, dans beaucoup de pays, se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc isolement, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on est allé instrumentaliser une organisation pour que le Mali n'y soit pas. Même ces organisations, je vais vous dire une chose, c'est le Mali qui a créé la plupart de ces organisations. Elles n'ont pas créé le Mali. Et le Mali éternel va survivre à ces organisations. Donc je crois que pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Ça dépend de ce que nous recherchons. Voilà, nous ne cherchons pas à être dans des clubs pour être assis, applaudir les uns pour les autres. Le Mali a un objectif. Nous nous sommes fixés un objectif. Bon, il y a certainement peut-être des prix à payer pour pouvoir arriver à cet objectif. Ça, il faut assumer cela. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans leur narratif. Parce que justement, les gens créent un narratif pour nous l'imposer. Mais ce sont ceux qui ont créé ces narratifs aujourd'hui qui rasent les murs dans beaucoup de ces pays africains parce qu'ils sont rejetés par les populations. Donc qui est isolé?